2021. Et donc, tous les jeudis, je serai là vers 15h30, à 15h30. Et le programme, vous l'avez sur le clin d'œil, on vous le redonnera la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous commençons par Antoine Chevrier, fondateur du Prado. Les Pradosiens, vous connaissez, il y a des prêtres qui appartiennent à la spiritualité du Prado. Le Père Champvillard, le Père Fressos, vous avez dû le connaître. Le Père Ray aussi, voilà. Et puis bien d'autres. Même Brunetti, passé un peu, je ne sais pas s'il y est toujours. Enfin, voilà. Vous entendez bien au fond? Ça vous va? Bon, alors, je fais des commentaires sur ce texte que vous avez entre les mains. D'abord, nous commençons toujours par la vie, parce que c'est très concret et du coup, on fait connaissance avec quelqu'un avant de faire connaissance avec sa spiritualité. Antoine Chevrier est né à Lyon le 16 avril 1826. Il a été baptisé 2 jours plus tard, comme ça se faisait à cette époque. Vous avez beaucoup dû être baptisés très, très vite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on pensait qu'il fallait vite délivrer du péché originel. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai dû être baptisé 2 jours ou 3 après ma naissance. Du coup, les mamans n'assistaient pas au baptême. C'était un peu dommage quand même. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, ma mère n'a pas assisté au baptême. Parce qu'il fallait le baptiser tout de suite. Pour être délivré du péché originel. Il est issu d'un milieu modeste, d'un père bon et doux, mais d'une mère autoritaire, comme il y en a parfois, et dominatrice. Vous vous rendez compte? Autoritaire et dominatrice, qui veut faire de son fils un monsieur. Comme beaucoup de mamans, elles rêvent d'un enfant qui soit vraiment quelqu'un. Elle l'élève avec sévérité, l'obligeant très jeune à faire des travaux ménagers. Ça, c'est pas grave, c'est bien. À entretenir le linge, à préparer les métiers à tisser de l'atelier de soierie qu'elle dirige. Oui, la région de Lyon, vous savez, il y a beaucoup de soieries ou de sous-traitance pour les grandes soieries. Elle a une conception rigoriste de la religion et de l'éducation. Bon, voilà, c'est sa mère. À 8 ans, Antoine est confié à un vieil instituteur qui réunit quelques élèves pour apprendre à lire et à écrire. Bon, voilà, il a commencé comme ça. Puis bien vite, il entre chez les frères de la doctrine chrétienne qui ont une école tout près. Bon, voilà comment il va avoir son éducation humaine et spirituelle grâce aux frères de la doctrine chrétienne. C'est un prêtre de la paroisse qui propose à Antoine de devenir prêtre. Voilà. Bon, donc il lui pose la question. Et ça, c'est arrivé, la question de la vocation, c'est souvent un appel intérieur, mais parfois, c'est des personnes qui interpellent quelqu'un. Et puis, voilà, ça peut arriver. Alors moi, récemment, j'ai quelqu'un qui va faire une retraite là, pour discerner, éventuellement entrer au séminaire. C'est un gars de 34 ans qui est conducteur de travaux et qui était dans l'équipe MCC. Bon, on a cheminé tout au long de l'année, mais il m'a donné ce signe, un des signes qui lui a posé question. C'est que l'économe diocésain de Tarentaise, parce qu'ils avaient à travailler ensemble pour les travaux qu'il y a là-bas, il y a plein de travaux en Tarentaise, et l'économe lui fait « Mais moi, je te verrais bien prêtre », il lui fait comme ça. C'est curieux. Il y a des fois des petites questions comme ça qui font... il n'y avait pas que ça, mais... Donc ça dit, mais voilà, ça c'est aussi un des petits signes. Enfin, il va faire une retraite, je vous invite à prier pour lui, de 9 jours, à partir de vendredi prochain, au Châtelard, chez les Jésuites, une retraite de discernement. Voilà, donc c'est un prêtre de la paroisse qui lui propose de devenir prêtre, ce qu'il accepte, malgré les réticences de sa mère, qui avait d'autres projets pour lui. Bon. Finalement, il entre à l'école cléricale de la paroisse, qui regroupe une vingtaine d'enfants. Alors, l'école cléricale de la paroisse, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne devait pas être une école. L'école cléricale, c'est l'école autour du curé, je pense. Parce que les curés faisaient plus ou moins voilà. Je ne pense pas que ça veut dire une école pour former des prêtres. Bon. Après, pardon? Il n'y avait pas d'école laïque, c'était... Voilà, c'est ça, c'est des écoles libres, voilà.
Après 3 ans passés là, il entre au petit séminaire diocésain de l'Argentière, puis à 20 ans, en 1846, au grand séminaire de Lyon. À un moment donné, il pense entrer chez les missions étrangères de Paris, mais sa mère s'y oppose. Donc il va être prêtre diocésain, tout simplement. Il est ordonné prêtre le 25 mai 1850, donc il avait 24 ans. Et 3 jours plus tard, il est nommé vicaire à Saint-André de la Guillotière, où il est heureux. Donc ça tombe bien, voilà. Ça va. Les débuts sont bons. Et puis, comme toujours, dans toute vie, il y a des événements qui peuvent être des signes de Dieu. Et là, il va y avoir cet événement dont je vous parle tout de suite. Le samedi 31 mai 1856, de graves inondations, donc il y a 6 ans qu'il est prêtre, de graves inondations affolent le quartier de la Guille. Son quartier, la catastrophe s'annonce. Alors qu'il rentrait à la cure avec un autre prêtre, ils décident tous deux, devant la panique générale, de se faire sauveteurs. Donc il voit qu'il y a des problèmes et il essaye de faire ce qu'il faut pour sauver. Je ne sais pas comment, les gens qui devaient emporter par les inondations, peut-être pour trouver un logement, enfin bref. Pendant plusieurs jours, il continue à se donner à fond pour porter secours à tous les sinistrés de ce quartier ouvrier, très pauvre, malgré marqué par le prolétariat. Donc ça, évidemment, il y a la question d'inondation, donc faut aider ceux qui sont grands, ceux qui vivent des grands problèmes, inondation, ça peut être autre chose, un incendie. Donc ça, il prend conscience qu'il faut aider les gens, mais en même temps, il prend conscience de la pauvreté de ce quartier dont il n'avait pas vraiment, qu'il n'imaginait pas comme ça. Et du coup, c'est un appel. Ces pauvres, ce prolétariat, ces gens, la condition ouvrière à cette époque, ce n'était pas comme maintenant. Donc, ça le touche, et ça lui devient là aussi un signe de Dieu. De cette expérience marquante et décisive, Antoine Chevrier retiendra une prise de conscience de la pauvreté des habitants et d'un courage dont il ne se croyait pas capable. C'est bien. Donc il voit qu'il y a des pauvres, mais en même temps, il prend conscience qu'il a du courage et qu'il peut faire quelque chose, et qu'il peut oser faire des choses. Donc ça le stimule pour aller encore plus loin. Il réfléchit alors beaucoup, se sentant appelé à faire quelque chose pour ces pauvres, et c'est le fameux déclic de la nuit de Noël 1856. Donc, il y a dans beaucoup de parcours de vocation, il y a des moments plus intenses, des moments de révélation, mais des moments de révélation qui s'inscrivent sur une histoire. Il avait déjà beaucoup mûri, et là, il y a un déclic face à la crèche. Il prend conscience qu'il est appelé à servir le Dieu qui a choisi la pauvreté pour venir vers les hommes. Voilà, la crèche dit, mais ce Dieu qui vient vers les hommes, qui naît dans de telles conditions, si je veux servir ce Dieu, il faut que moi-même je sois pauvre parmi les pauvres, que je sois au service des pauvres. Voilà. Et donc, ça va être cette prise de conscience qui va le pousser, comme on va le voir, à fonder le Prado. Ne sachant comment concrétiser cet appel, il consulte plusieurs prêtres dans le curé d'Ars. Donc, vous voyez, il a l'époque du curé d'Ars, pressentant qu'il lui fallait former des prêtres pauvres et des catéchistes capables de parler aux petites gens, de les aimer, de les éduquer. Donc, en même temps qu'il prend conscience qu'il faut qu'il soit au service des pauvres, comme Jésus, le Jésus de la crèche, qui est venu dans la pauvreté, manifester le Dieu de Jésus-Christ, donc voilà. Alors, lui, il prend conscience qu'il faut. Mais alors, vous voyez qu'il y a deux choses qui sont bien liées. Et ça va être toute la spiritualité d'Antoine Chevrier. Il allie toujours le service des pauvres, mais en même temps, la catéchèse. Ça, c'est très important. Il dit, il faut être au service des pauvres, les aider dans leur misère, mais en même temps, il faut les catéchiser, les ouvrir à la foi. Il ne faut pas faire simplement de l'humanitaire, du bénévolat, du caritatif. Il faut qu'il y ait aussi du spirituel. Et lui, donc, vous voyez, les prêtres, donc il va se sentir appelé à former ce qui va devenir les pradosiens, des prêtres pauvres au service des pauvres, mais en même temps des catéchistes, donc des laïcs, capables d'éduquer les enfants, notamment de ces milieux pauvres. Il décide donc de commencer par lui-même ce retour à la pauvreté de la crèche, en se débarrassant de son superflu, de ses meubles,
Bon, il ne devait pas avoir beaucoup, mais il s'en débarrasse. Ce que n'approuve pas son curé, et donc il y a une tension entre les deux, au point qu'il pense demander une autre paroisse. Voilà. En attendant, toujours pour être fidèle à cet appel, il fonde une petite société d'une vingtaine de jeunes gens pour qu'ils soient apôtres avec lui auprès de leurs compagnons. Donc voilà, il commence à fonder. Voilà. Le curé veut dissoudre le groupe. Il ne veut pas de cette présence. Il devait être un peu bourgeois, hein, parce qu'à la même époque, il y avait aussi des grands bourgeois. Hein, des grands. Qui c'est qui est de Lyon, là? Il y en a qui sont de Lyon. Hein. Il y a le milieu lyonnais, hein, qui est quand même aussi. Et lui qui veut être au plus pauvre, les curés qui étaient de ce milieu-là, ben, ils n'acceptent pas trop. Hein, voilà. Donc, et c'est aussi ce qui va marquer l'intuition d'Antoine Chevrier. Mais oui, c'est-à-dire qu'il faut aussi être présent dans ces milieux-là. Voilà. Bon, ben, lui, il va continuer. Donc, il commence par fonder avec ces jeunes-là un service de ces pauvres. Et en juin 57, un événement précipite les choses, sa rencontre avec Camille Rambaud. Alors, Camille Rambaud, qui c'est? C'est un célibataire bourgeois lyonnais, donc ça vient de ce milieu-là. Mais lui, il a fait l'option des pauvres en se faisant pauvre parmi les pauvres. Il a renoncé à tout et est entré dans la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Vous connaissez, hein? Et aux Anames, il était lyonnais, autant que je me souvienne. Hein? Voilà, donc il était dans ce milieu-là de la conférence Saint-Vincent-de-Paul au service des pauvres. Et donc, avec Camille Rambaud, ils vont bien réfléchir. Et donc, ils vont se passer à l'action. Et lui, ce Camille Rambaud, il a bâti pour les enfants pauvres et abandonné un établissement qui s'appelle la Cité de l'Enfant Jésus. Et il se consacre au service de ces pauvres. Donc, il accueillait des enfants et il y avait l'école, il y avait l'accueil, etc. Bon. En le voyant, Antoine déclare « J'ai vu Jean dans le désert ». Donc, quelqu'un qui a renoncé à ses richesses, à ses biens, pour fonder avec ses moyens cette école et servir les plus pauvres, notamment les enfants. Ah zut, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Alors, excusez-moi. C'est des choses qui arrivent. Je croyais l'avoir laissé dans la voiture. Bon, alors, je continue. Et donc, avec Camille Rambaud, la Providence fait bien les choses. Les Capucins rappellent le religieux qui assurait l'aumônerie de la cité Rambaud. Il y avait un religieux qui assurait. Antoine immédiatement propose de le remplacer. Il a alors 31 ans. Donc il devient aumônier de cette cité fondée par Antoine Rambaud. Cette cité regroupe 200 personnes. Donc c'est déjà important. Hein, voilà. Antoine assure la messe, le catéchisme, les différents services, mais surtout, il vit dans le dénuement et l'austérité, ce qui entame assez vite sa santé. Vous verrez qu'il mourra assez tôt, parce que c'est bien joli aussi de vouloir vivre un peu plus comme Jean-Baptiste, hein, mais la santé ne suit pas forcément. Donc, mais voilà, c'est son choix pour imiter le Christ pauvre au service des pauvres. Bien vite, la cité rayonne sur des serviteurs qu'il faut confesser, à qui il faut prêcher. Camille Rambaud est intelligent, actif, mais trop rêveur et trop utopiste. Ses projets de logements sociaux, donc il va agrandir tout ça et faire encore beaucoup plus, mais ça affole Antoine Chevrier et du coup leur relation se détériore. Donc le cap que voudrait franchir Antoine Rambaud, Antoine Chevrier doute parce qu'il n'y a pas les moyens. Pour résoudre le problème, Antoine propose à Camille de se préparer au sacerdoce. Il ne va pas répondre. Hein. Ils partent tous deux à Rome, où là Antoine entre dans le tiers-ordre franciscain, fasciné qu'il est depuis toujours par le frère François d'Assise, qui a tout quitté pour épouser Dame Pauvreté. Donc le tiers-ordre, vous savez, c'est un mouvement de spiritualité, donc il entre dans cette spiritualité du tiers-ordre franciscain. Des collaborateurs arrivent à la cité, mais Antoine voit que ce n'est pas suffisant. Il faut fonder autre chose. Donc, il va se dire, qu'est-ce que je peux faire? Et là, la Providence fait bien les choses. Je ne sais pas si vous croyez à la Providence, mais quand on veut faire quelque chose et qu'on ne sait pas comment, et qu'on sent que c'est un appel de Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Et Dieu nous donnera des signes par lesquels, eh bien, ce qu'on pense
faire, en vertu de cet appel de Dieu, on arrive à le faire. Et ben voilà, par exemple, un jour de 1860, passant devant le bal malfamé du Prado, il voit un écriteau, maison à vendre ou à louer. Celle déclic, celle-ci, le site de Dieu. Mais reste le problème financier. En fin de compte, l'abbé Roland, ami d'Antoine, paye la première année de loyer et s'engage pour les 5 autres. Le 10 décembre, le père Chevrier dispose du local. En un an, ce sont 40 filles et garçons qui sont accueillis, logés tant bien que mal, nourris, enseignés et, comme j'ai dit tout à l'heure, catéchisés. Des personnes bien aidées, mais des tensions se font jour entre elles. En effet, en même temps, les pensionnaires ne sont pas toujours des enfants de cœur, mais plutôt des délinquants dans ce genre de maison, vous voyez bien, hein, tous ceux qui frappent dans les quartiers et tout, il y avait des enfants, mais il y a aussi des clochards ou des délinquants. Donc la cohabitation, c'est évident qu'elle n'est pas facile, elle est même dangereuse. Et puis en plus, il y a des problèmes financiers, au point que Antoine fait parfois la quête à la porte de l'église de la Charité. Vous voyez jusqu'où il va, faire l'aumône, hein, voilà. Des vagabonds, des voleurs, des repris de justice frappent à la porte du Prado, et ce n'est pas simple d'accueillir tout le monde avec les enfants en permanence dans les lieux. Voilà. Bon, alors que faire? L'idée d'Antoine Chevrier n'est pas de garder longtemps les enfants, mais de les éduquer et de les catéchiser assez pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Pour cela, il se fabrique lui-même un catéchisme avec des textes, des images, des observations, du concret pour faire passer le message. Vous voyez, l'idée du catéchisme qui revient constamment. Hein, voilà. Et il s'en crée un pour éduquer ses enfants dont il a la charge dans cette cité du Prado qui commence à prendre forme, mais avec tous les problèmes que je viens d'évoquer de cohabitation. Antoine, au milieu du monde, se révèle avant tout un prêtre qui a une autre idée de sa mission, mais il reste simple, humble et patient et toujours gai. Ça, il y a des mots qui font déjà réfléchir. Simple, patient, humble et toujours gai. Garder la joie, rayonner la joie malgré les difficultés, malgré les revers et les ennuis de santé. Il a un profond sens de la dignité humaine et de chaque homme. C'est aussi un homme de prière qui fait des retraites à l'écart du monde quand l'huile de sa lampe va s'éteindre, comme il le dit. Hein. Donc, il se ressource spirituellement. Et c'est ce qu'on doit tous faire, et c'est ce que vous êtes, j'espère, en train de faire en ce moment. Vu les engagements qu'on a, si on ne se ressource pas, et même les prêtres, petit à petit, hein, l'huile de la lampe s'éteint. Il est attaché au rosaire et au chemin de croix, car c'est pour lui de bons moyens pour faire plonger dans le mystère du Christ qui a voulu partager la vie des hommes dans le dénuement, la pauvreté et la souffrance. On reverra ces mots hein, qui caractérisent pour lui le Christ. Que ces mots, Jésus-Christ répète-t-il. C'est enfin un travailleur infatigable qui écrit beaucoup en travaillant manuellement et pastoralement, qui écrit beaucoup, comme on a dit, le catéchisme et d'autres choses aussi. Voilà. Donc beaucoup de travail, mais surtout un attachement au Christ et au Christ pauvre, au Christ pauvre et même au Christ souffrant, comme on le verra tout à l'heure. En 1867, le père Chevrier est nommé curé de la paroisse du Moulin à Vent, sur le territoire du diocèse de Grenoble, à 3 km du Prado où il continue de résider. Donc il peut allier son action, hein, sa fondation et ce ministère. Cette paroisse est elle aussi très populaire, faite de maraîchers, mais très éloignée de l'église. Antoine se donne à fond pour évangéliser ses ouailles. À Pâques 67, il reçoit un jeune prêtre, l'abbé Martinet, pour le seconder. Mais celui-ci n'accepte pas que son curé réside ailleurs dans sa paroisse. Tiens, c'est curieux ça, un curé qui ne réside pas dans sa paroisse. Bon, au point qu'en 71, il se fait nommer curé à sa place. Et un peu alors voilà, gros coup dur pour Antoine Chevrier qui retourne alors totalement au Prado. Vous voyez donc, je ne sais pas comment, quel évêque il savait, mais là, il y a un curé sur place et l'autre qui vient, le vicaire, il se fait nommer curé à sa place. Oui, hein. Donc les problèmes dans l'église, ce n'est pas d'aujourd'hui, même au niveau des nominations, c'est comme ça. Bon, comment? C'est la nature humaine, voilà. Bon, c'est un coup dur pour Antoine Chevrier, mais du coup, il se consacre totalement au projet qu'il a. Il faut former donc le Prado. Avec cette fondation, il y a derrière l'idée, comme je vous l'ai dit, que il faudrait
des prêtres qui fassent comme lui pour être au service des pauvres et créer des choses comme il a créé au Prado lui-même. Alors il se dit, ben maintenant il faut que je fasse aussi, je passe un cap, former des prêtres qui feront un peu comme lui, qui auront un peu le même ministère. Voilà, former des prêtres pauvres au service des pauvres. Ce projet avait eu quelques candidats dès 65, éduqués humainement et spirituellement au Prado, à l'école, à la catéchèse d'Antoine et de ses compagnons. En 71, alors oui, donc ça, ce projet avait eu quelques candidats dès 65. Oui, donc oui, on en avait peut-être déjà parlé tout à l'heure, mais enfin, c'est le début, hein, ça prend forme. Éduquer, c'est pas un séminaire, hein, donc c'est Antoine qui les éduquait et qui leur donnait sa spiritualité. Donc en 2-3 ans, il y en a qui acceptent d'aller plus loin, et en 71, 4 d'entre eux sont admis au grand séminaire de Lyon. Donc voilà, c'était pas un séminaire qu'il avait fait, c'est une sorte de lieu de discernement, hein, de formation, de propédeutique, on dirait maintenant, enfin bon, c'est pas les mots, hein, ou d'éveil des vocations, un service des vocations. Donc il avait fait un service, et parmi tous ses collaborateurs, notamment les jeunes dont on a parlé, donc il a pu éveiller des vocations en même temps qu'il a continué sa fondation au service donc du Prado lui-même. En 71, 4 d'entre eux donc entrent au séminaire, une famille spirituelle est née, la famille qui deviendra la famille des Pradosiens. Le père Chevrier décide de leur enseigner sa spiritualité en leur commentant son premier livre. On a dit tout à l'heure qu'il écrivait beaucoup, hein, et bien notamment, il a écrit « Le prêtre selon l'Évangile » ou « Le véritable disciple de notre Seigneur Jésus-Christ ». Les 4 premiers diacres pradosiens sont ordonnés le 26 mai 1877. Donc, parce qu'il y a toujours plusieurs années de séminaire, à Saint-Jean-de-Latran, je ne sais pas pourquoi, pas à Lyon, enfin bon, mais il avait des liens avec Rome, hein, puisque vous avez l'autre jour, tout à l'heure on a vu, hein, il est allé. Voilà. Ah oui, car c'est à Rome aussi qu'il les avait envoyés terminer leurs études. En 72, le Prado étant trop petit, Antoine Chevrier acquiert une propriété à Limonest, qui deviendra le séminaire du Prado. C'est connu ça. Malgré les tensions entre personnes, toujours, hein, les obstacles, le Prado va naître et grandir. Par contre, la santé d'Antoine se détériore très vite, et le 2 octobre 1979, Antoine meurt à l'âge de 53 ans.